J'ouvre le second débat de ce Sens Public avec cette question. Les commissions d'enquête parlementaires sont-elles devenues des tribunaux politiques? En tout cas, c'est ce que François Bayrou a dénoncé après son audition de plus de 5 heures sur l'affaire Betaram. La présidente de l'Assemblée nationale pense de son côté qu'elles sont peut-être trop nombreuses, ces commissions d'enquête. Faut-il les limiter? Les droits de la défense y sont-ils respectés? N'est-ce pas au contraire un signe de bonne santé de nos démocraties? Avant de débattre, Cécile Cixous revient sur les commissions marquantes de ces derniers mois. C'est la commission d'enquête qui a tout changé. En juillet 2018, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, l'un des plus hauts personnages de l'État, passe sur le grill de la commission dite Benalla. Je peux vous dire qu'à aucun moment, je n'étais informé du moindre incident ou comportement inadapté de l'intéressé. Un interrogatoire sous l'œil des caméras et une commission très critiquée par l'exécutif. Le Sénat opposé à Emmanuel Macron se saisit de cet outil constitutionnel et lance un mouvement, car depuis, ces commissions très médiatisées sont montées en puissance. Pour une partie de la classe politique, elles sont devenues des moyens pour certains partis de nuire. C'est notamment ce qu'a dénoncé François Bayrou, le Premier ministre, convoqué fin mai devant la commission d'enquête sur Betaram. Vous ne m'avez interrogé que sur moi, sur ma responsabilité, sur ce que j'avais fait. Il s'agissait d'une chose, pardon de parler un peu trivialement, il s'agissait de me coincer pour m'obliger à démissionner. Pour le sénateur Fabien Gay, rapporteur de la commission d'enquête sur les aides versées aux grandes entreprises, ces commissions sont au contraire devenues de vrais outils démocratiques qui intéressent les Français. Je crois que c'est le rôle des parlementaires, et notamment parce que c'est vrai qu'elles sont maintenant filmées et disponibles au plus grand nombre. Et moi, je crois qu'on peut toutes et tous s'en féliciter, que de nombreux concitoyens et concitoyennes s'intéressent à nos différentes auditions, aux commissions d'enquête et aussi aux recommandations. Certains parlementaires demandent même le renforcement des moyens de ces commissions, comme les sénateurs qui ont récemment travaillé sur les eaux en bouteille. Ils ont fait face, lors de leurs auditions, à des refus de coopérer, voire de témoigner, comme Alexis Kohler, qui n'a pas souhaité se présenter devant eux. Alors, ces commissions d'enquête parlementaires, doit-on parler de tribunaux politiques ou au contraire d'un contre-pouvoir efficace? On en débat tout de suite avec Alexandre Wizy. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste de l'Oise, rapporteur de la commission d'enquête sur la fraude aux eaux minérales. Dorothée Régnier, bonsoir et bienvenue. Maître de conférence en droit public à Sciences Po Lille. Julia Minkowski, bonsoir et bienvenue. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Bonsoir. Et Antoine Oberdorf, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Allez, on démarre. Alexandre Wizy, est-ce que les parlementaires abusent de leur contre-pouvoir en multipliant les commissions d'enquête depuis quelques mois, même quelques années? Je crois qu'ils en usent plus qu'ils en abusent. Et je crois qu'en fait, ce qui se passe sur les commissions d'enquête, il faut le prendre de manière plus large. Ce qui se passe, c'est la reparlementarisation du régime. C'est-à-dire que la 5e est arrivée dans une forme de phase terminale et que dans cette phase terminale, le Parlement reprend ses droits. Les commissions d'enquête avaient une importance tout à fait capitale dans la vie des républiques antérieures. Ce qui se passe, c'est plus un retour à la normale que quelque chose qui tout d'un coup changerait de nature. En fait, c'est la 5e République, finalement, de 58 jusqu'aux années 80, mettons, jusqu'à Giscard peut-être, qui était dans une forme qui avait mis les commissions d'enquête un peu dans le formol. Il n'y en avait eu que quelques-unes au Sénat, sur mai 68, je crois, sur la guerre d'Algérie. Mais il n'y avait pas, en effet, cet outil qui était mobilisé. Puis il y a eu la Constitution Sarkozy de 2008 qui a aussi constitutionnalisé beaucoup de choses. Voilà. Donc en effet, je pense que c'est aujourd'hui, on use de ce pouvoir et on en use de la manière dont il doit être utilisé. Après, on verra s'il y a des améliorations à apporter. Un peu de pédagogie, peut-être un peu d'histoire, Dorothée Régnier. Elles existent depuis quand, en fait, les commissions d'enquête? On peut faire remonter leur existence à la Restauration, donc vraiment au tout début du commencement du régime parlementaire en France, même si elles ne sont pas propres au régime parlementaire. Et puis ensuite, elles ont irrigué les différents régimes. La 3e République, où elles étaient très fortes. La 4e, où encore elles pouvaient faire tomber les gouvernements assez facilement. Et la 5e, où on a vraiment encadré leur pouvoir, le temps pendant lequel elles peuvent enquêter, le nombre maximum, les limitations d'objets d'enquête. Et puis la grande révision du 23 juillet 2008 qui effectivement va permettre d'accorder au groupe des droits particuliers et notamment dans les règlements les droits de tirage. Ouais, on y reviendra en détail. Julia Minkowski, est-ce que vous avez été en tant qu'avocate gênée par certains débats lors des dernières commissions d'enquête?
Alors, tout à fait. Moi, je ne suis absolument pas là pour dire qu'il y a trop de commissions d'enquête, que les parlementaires en abuseraient. C'est évidemment absolument pas mon propos. C'est un outil démocratique absolument formidable. Ça se multiplie tout simplement parce qu'il y a ce droit pour les groupes minoritaires et d'opposition. Et qu'aujourd'hui, ils sont très nombreux. On va pas s'en plaindre. Et comme ils sont plus nombreux, il y a plus de commissions d'enquête. Et très bien. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu d'encadrement et que si ça se multiplie et que notamment on vient entendre des personnes de la société civile de façon pléthorique, il faut leur donner un certain nombre de droits. Et que je suis certaine que les débats gagneraient beaucoup en sérénité si les parlementaires s'asseyaient avec des professeurs de droit, des avocats et qu'on se mette d'accord sur des lignes directrices pour que tout le monde sache où on est. C'est-à-dire que ce n'est pas une juridiction, donc c'est normal qu'il n'y ait pas exactement les mêmes droits, notamment qu'en procédure pénale, parce que quand même très souvent, on entend des gens parce qu'on leur reproche quelque chose, au fond du fond. Donc c'est normal qu'il n'ait pas les mêmes droits. Ce n'est pas normal qu'il n'en ait pas du tout, notamment quand on sait que la frontière entre des procédures pénales en cours et des commissions d'enquête est extrêmement fine, alors que normalement, il ne devrait pas y avoir, c'est ce qui est prévu constitutionnellement, de commissions d'enquête quand il existe une procédure pénale. Or, vous prenez les commissions d'enquête dont on a le plus parlé. Je vois derrière vous Alexandre Benalla, objet d'une procédure pénale, qui est venu se présenter devant les parlementaires. Et quand il refusait de répondre à une question, ce qui était totalement dans son droit, puisqu'il était poursuivi pénalement, et que quand on est poursuivi pénalement, on ne prête pas serment. Alors que là, dans les commissions d'enquête, on prête serment. Et donc vous pointez un certain nombre de contradictions. Bon. Oui, les parlementaires viennent dire, vous nous empêchez de tourner en rond, vous empêcez... Non, les gens font juste simplement font valoir leur droit. On a compris vos arguments et on va prendre le temps d'en débattre, mais si on a décidé, nous, d'organiser ce thème, ce débat ici dans Sens Public, c'est parce que, évidemment, François Bayrou a eu ce sentiment d'être sur le banc des accusés et de ne pas pouvoir être à armes égales face aux députés lors de son audition sur l'affaire Betaram. On va entendre de nouveau un extrait de la réaction du Premier ministre. Vous ne m'avez interrogé que sur moi, sur ma responsabilité, sur ce que j'avais fait ou pas fait, sur le soupçon d'être intervenu, soupçon insupportable, que je sois intervenu dans l'affaire pour protéger des pédocriminels. Je ne parlerai pas du fond, mais seulement de la forme, Alexandre Wizy. Un homme seul face à, je ne sais plus, c'était 20-25 députés qu'il bombarde de questions pendant 5h30. Est-ce que c'est équitable ? Écoutez, moi, je n'ai pas regardé en détail ce qui se passait ici. Moi, mes auditions, elles ont duré entre 1 heure et 1 heure et demie sur Nestlé Waters. Je ne sais pas s'il y a eu une pause, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas comment les choses exactement se sont passées. La question, c'est, quoi qu'il arrive, et je pense qu'il faut repartir de là, on n'est pas dans le cadre d'un procès pénal. Mais ça y ressemble. On ne condamne pas. Il n'y a pas de privation de liberté. Oui. On est là dans du contrôle démocratique. Oui. On est là dans un rapport qui est fait. On n'instruit pas à charge ou à décharge. Il y a un pluralisme politique dans ces commissions. Moi, voyez-vous, je suis minoritaire ici au Sénat. Et pour autant, mon rapport, il a été adopté à l'unanimité, moins une abstention. Donc ça signifie qu'il y a une forme, entre guillemets, dans ce que vous appelez ceux qui étaient tous en face, il y a une diversité politique aussi qui s'exprime. Donc tout le monde n'a pas posé les mêmes questions, les a pas posées sur le même ton et de la même manière. 5h30 d'audition à la suite, peut-être qu'on peut discuter en effet de voir si il y aurait pas, je ne sais pas s'il y a une pause ou pas. Si il y en a eu, je crois. Bon, voilà. Donc en fait, la question c'est comment c'est cadré, mais que le Premier ministre du pays aille répondre devant une commission d'enquête, ça ne me semble pas absolument pas choquant. C'est pas sur le, encore une fois, c'est pas sur le principe, c'est sur les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Écoutez, s'il y a des pauses qui sont organisées, les questions, on vous pose des questions, vous pouvez y répondre, pas y répondre en fait. Donc moi, c'est ce que j'ai connu chez Nestlé Waters. Vous avez des dirigeants qui sont en face de vous, qui parfois juste ne parlent pas, ne répondent pas, refusent de déposer quelque part. Vous faites avec en fait. Donc vous vous débrouillez. Est-ce que c'est pas un peu dommage quand même que lorsque cette mission de contrôle parlementaire s'exerce à bon droit, bien souvent, le sujet en réalité soit moins, par exemple dans le cas de François Bayrou, la commission de sévices sexuels sur des enfants dans tout un tas d'écoles, qu'en réalité le fait de recentrer sur Betaram et donc sur Bayrou. Pour dévier de ce sujet-là, en réalité quand il y a une commission sur le dérapage des comptes publics, il s'agit surtout, plus que de savoir pourquoi il y a eu un manque à gagner sur les recettes fiscales, de mettre en accusation Bruno Le Maire. J'ai aussi en tête ce qui s'est passé au moment de la commission d'enquête sur les attributions de TNT, qui avait viré un petit peu au cirque médiatique, avec notamment un député de la majorité
qui s'était invité sur le plateau de Cyril Hanouna. Est-ce que tout ça, on ne s'abîme pas quand même et on ne tombe pas dans une forme de crétinisme parlementaire à un moment donné? Bon, c'est l'usage ou la récupération ou l'instrumentalisation politique d'une commission d'enquête. On est au cœur de notre débat. Un mot de réponse. Un mot de réponse aussi, parce que je pense que c'est intéressant. Nous, par exemple, sur la commission Nestlé Waters, on a fait 70 auditions. Vous n'étiez pas là pour couvrir quand on a interrogé Nestlé sur toutes les bonnes pratiques qu'ils mettaient en place chez eux pour protéger la nappe. Vous étiez là le jour où il y avait, entre guillemets, un débat sur le grill, dont vous saviez que. Donc en fait, c'est aussi une question de couverture. En fait, quand vous faites les comptes publics, vous n'allez pas être là le jour où ça va être. Alors, je peux intervenir là-dessus. Oui, allez-y, et puis ensuite je me tourne vers Doretta. Typiquement, moi, parmi les bonnes pratiques que je pense devraient être mises en œuvre, c'est quasiment déontologique. Il y aurait une sorte de devoir de réserve des membres de la commission tant que l'enquête est en cours. Parce que moi, à titre personnel, en tant qu'avocate et en tant que citoyenne, je trouve ça absolument insupportable que des membres de commission viennent en cours d'enquête venir exposer leur conclusions de devant façon les journalistes extrêmement forte sur les plateaux télé. Et parfois, vous citiez cet exemple tout à l'heure, on a quand même ce sentiment que, bah oui, il y a des parlementaires qui font une espèce de coup médiatique à leur propre bénéfice en venant accuser les uns les autres de telle ou telle chose, alors même que la commission n'a pas terminé ses travaux. Je trouve pas ça normal. Ça veut dire qu'il y a des informations qui ne sont pas censées être portées à la connaissance du public qui le sont? Alors, je ne suis pas du tout en train d'accuser. C'est pour ça que j'essaye de rentrer dans le détail. Ce que je dis, c'est que tant qu'une enquête est en cours, que des membres de la commission viennent donner leurs conclusions en amont de la fin de l'enquête sur les plateaux, je trouve ça anormal. S'ils venaient parler, comme vous faites aujourd'hui, débattre du principe des commissions parlementaires, j'ai débattu sur France Inter avec le sénateur Gay qu'on a vu tout à l'heure, qui en ce moment a une commission, mais il ne venait pas parler du fond de sa commission. Oui, on a bien compris. Ça me paraît tout à fait normal. Je veux bien avoir votre avis, Dorothée Régnier, sur est-ce que les parlementaires, évidemment, ne sont pas censés pointer ou désigner des coupables. Est-ce que lors d'une commission d'enquête, est-ce que cette ligne rouge, elle est franchie, voilà. Est-ce que, en fonction des commissions et des parlementaires, évidemment, elle est parfois franchie? Évidemment, les principes et les exceptions. Mais les exceptions se comptent sur les doigts d'une main, de deux, si on regarde toute la cinquième. Donc, on s'intéresse, on se focus sur vraiment ces cas topiques, mais qui ne confirment pas la règle. Et ensuite, il y a les différents objets qu'on assigne à la commission. Information, contrôle, et certains, évidemment, s'en servent pour se médiatiser, mais de la même manière. Je pense que c'est pas la règle générale. Si on regarde ici, on peut citer tous 1, 2, 3 commissions d'enquête, mais on peut pas citer toutes celles qui sont actuellement au travail, d'autant qu'on est en fin de session, donc il y a un peu d'encombrement. Et effectivement, qu'on contrôle l'action ou les dires du Premier ministre, ou l'action ou les dires d'une personne dont on estime que sa présence et ce qu'il va dire vont révéler la vérité, c'est juste la mission du Parlement. Bien sûr, c'est le contre-pouvoir et on ne va pas se plaindre d'être dans une démocratie qui fonctionne avec un contre-pouvoir. Et justement, c'est l'état de droit qui se montre, parce que c'est très suivi. Et donc, je trouve que c'est le moment d'avoir une certaine pédagogie. On reparlera de l'affaire Benalla. Je crois qu'on avait passé le million de spectateurs ou téléspectateurs sur le direct en plein milieu de l'après-midi. C'est pas un horaire de grande écoute habituellement. C'est l'occasion, justement, que chacun montre le respect d'un certain nombre de droits qui n'ont pas besoin d'être écrits et d'être codifiés pour qu'on les respecte de façon naturelle. Oui, on va détailler les règles qui encadrent ces commissions d'enquête avec Stéphane Duguet tout de suite. Bonsoir Stéphane. Bienvenue à vous. Et on va commencer par observer qu'il y a de plus en plus de commissions d'enquête parlementaires. Tout à fait. La tendance est la même, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Pour prendre l'exemple du Sénat, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, depuis 2017, il y a eu 28 commissions d'enquête. À l'époque de François Hollande, quand François Hollande était président, on en comptait 14. Si on remonte encore un peu, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012, il n'y a eu qu'une seule commission d'enquête. Alors là, on en a 12, mais vous nous dites que c'était 14. Comment expliquer cette inflation des commissions d'enquête? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Thomas, d'abord, la création d'un droit de tirage après la révision constitutionnelle de 2008. Chaque groupe parlementaire, qu'il soit dans la majorité ou dans l'opposition, a le droit, une fois par session parlementaire, de créer une commission d'enquête sur le sujet de son choix. Avec la multiplication des groupes politiques, on observe mécaniquement une augmentation du nombre de commissions d'enquête. C'est aussi l'incarnation du pouvoir parlementaire de contrôler l'action du gouvernement, et donc les oppositions n'hésitent plus à se saisir de ces commissions pour exister politiquement. Surtout qu'avec ces commissions d'enquête, les oppositions, elles peuvent faire avancer leur agenda politique aussi. Exactement, déjà, parce qu'elles peuvent choisir le sujet. Ils peuvent donc alerter
alerter sur des faits qu'ils jugent importants, le faire publiquement, puisque, vous l'avez dit, les auditions sont la plupart du temps publiques, et le rapport qui est écrit à la fin de la commission d'enquête, lui, l'est aussi. Oui, alors il y a cette exposition médiatique, on vient d'en parler, et puis il y a ces pouvoirs spécifiques des commissions d'enquête. Ouais, les parlementaires disposent d'un droit de citation. Quand ils convoquent une personnalité, elle est obligée de s'y rendre, sinon elle risque une amende ou de la prison. On se rappelle par exemple, et vous en avez parlé, d'Alexandre Benalla qui est venu au Sénat en 2019, obligé de venir s'exprimer devant la commission d'enquête. Les propos qui sont tenus peuvent être aussi poursuivis en justice en cas de faux témoignage puisqu'ils sont prononcés sous serment. Le rapporteur dans la commission d'enquête, il a lui aussi un pouvoir assez important. Il peut demander n'importe quel document administratif, sauf ceux qui sont protégés par le secret défense. Un rôle stratégique et donc qui explique souvent que lorsqu'un groupe politique demande une commission, il choisit le poste de rapporteur. Dans ce cas, le poste de président de la commission est attribué à un parlementaire d'une tendance politique opposée à celle du rapporteur. Et précisons pour être complet, Thomas, qu'une commission d'enquête, elle ne dure que 6 mois. Au-delà, officiellement, les parlementaires ne peuvent plus revendiquer le titre de rapporteur ou de président de la commission. Des règles pour qu'elles soient éphémères, même si leurs conclusions, elles, reste. Ouais, merci beaucoup. Dorothée Régnier, je reviens vers vous parce que avant la loi de 2008, c'était verrouillé en quelque sorte, on peut dire ça. Oui, il fallait que la majorité accepte le principe de la création de la commission d'enquête. Or, comme la commission d'enquête elle a pour objectif de contrôler la gestion d'un service public, qui dit service public dit administration et donc gouvernement, des faits précis ou une entreprise nationale, c'était un risque d'encombrer, d'embarrasser le gouvernement. Et donc il y avait un réflexe de fait majoritaire qui faisait qu'il n'y avait pas de commission d'enquête qui était créée. Ouais, est-ce que vous diriez même, Alexandre Wiesy, qu'il faudrait renforcer encore les pouvoirs des commissions d'enquête aujourd'hui, même s'il y en a de plus en plus? Bien sûr, ce sont 2 points, mais ce qui est intéressant, c'est que vous montrez les droits des commissions d'enquête, vous n'avez pas évoqué les devoirs. Alors, et je pense qu'il faut quand même aussi se rendre compte. Vous disiez tout à l'heure, on peut aller dans la presse évoquer ce qui s'est passé. Par exemple, il faut que vous le sachiez, lorsqu'on a des documents qui nous sont transmis en tant qu'enquêteur, enfin en tant que rapporteur et donc avec les pouvoirs d'enquête, je n'ai pas le droit, si je ne le mets pas dans mon rapport à la fin, de révéler un certain nombre de choses. Je ne peux pas, je suis tenu au secret pendant, je crois, 20 ans sur ce dont j'ai eu connaissance et que je n'ai pas mis dans mon rapport. Donc je ne peux pas, par exemple, aller sur un plateau parce que j'ai reçu des documents qui m'intéressent. Si je ne l'ai pas mis dans mon rapport et que j'en ai pas fait état dans le cadre d'une audition, allez venir vous en parler et puis dire la pluie et le beau temps. Je peux vous commenter l'audition que je viens de réaliser, comment j'ai trouvé François Bayrou, dans le cas qui est bien connu, qui a été évoqué, mais je ne peux pas faire autrement que ça. Donc ça, c'est une première chose qui est très importante. Est-ce que, on va parler du scandale des eaux minérales, il y a effectivement des documents que vous ne révélez pas volontairement? Il y a des pièces, en effet, qui sont tenues. J'ai mis dans le rapport tout ce que je considérais être utile au rapport, mais il y a en effet des pièces dont j'ai eu connaissance, des échanges de mails, des choses que j'ai décidé de ne pas mettre dans le rapport. Parce que soit je les trouvais pas intéressantes, mais quoi qu'il en soit, je suis tenu au secret sur ça pendant, je crois, quelque chose comme 20 ans. Deuxième élément, 6 mois, parce que vous me disiez renforcer les pouvoirs. 6 mois de vie. En fait, comme il n'y a pas de procédure d'urgence pour attraire les gens devant vous, en fait, vous vous trouvez souvent avec la difficulté, moi j'ai eu le cas d'Alexis Kohler, qui est un cas particulier parce qu'il y a la question de la séparation des pouvoirs, mais avec des gens qui peuvent qui était secrétaire général de l'Élysée, voilà. Où on peut avoir une question d'ailleurs, et sans doute qui n'a pas voulu venir. Et sans doute qu'en droit, il faut trancher ce point, c'est-à-dire est-ce que Alexis Kohler est touché par la grâce présidentielle et que donc lui-même est irresponsable devant nous et donc n'a pas à venir? Est-ce que ça s'étend à tous les conseillers de l'Élysée? Enfin, un mot, il va falloir trancher ce point en droit, c'est important. Mais les 6 mois, c'est quand même un cadre très contraignant. C'est-à-dire que si les gens ne viennent pas déposer, eh ben, ils laissent passer l'affaire. Et en fait, au bout de 6 mois, j'existe plus, j'ai plus aucun pouvoir d'enquête, plus aucun pouvoir de rapport. Donc vous voyez, il y a aussi une question de... On a appelé ça référé-vérité comme proposition, pour faire en sorte qu'on puisse avoir un certain nombre de pouvoirs pour mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. Vous ne pourrez jamais forcer... Enfin, vous n'allez pas utiliser la force publique pour faire venir les gens et vous avez un recours. Vous avez un recours, c'est de transmettre la non-comparution au ministère public. Bien sûr. Le parquet a l'opportunité des poursuites, donc il va regarder, mais il ne va pas pouvoir le forcer à venir, mais il pourra être in fine condamné par une juridiction pour le fait de ne pas être venu. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour un peu mieux protéger les droits de la défense, j'emploie cette formulation, dans le cadre d'une commission d'enquête? Mais c'est une formulation impropre quand même. Volontairement, j'ai fait en sorte que ce soit un contrôle simplifié pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Moi, je pense que les droits de la défense, de façon générale, sont respectés par les autorités administratives. Par exemple, il y a tout un tas de procédures qui ne sont pas des procédures pénales où on respecte un certain nombre de droits de personnes dès lors qu'elles sont suspectées d'une façon ou d'une autre d'avoir violé une loi, une règle. Et donc je ne vois pas pourquoi, et même c'est même le contraire. Pour moi, les parlementaires sont les premiers qui devraient appliquer ça. Donc déjà,
introduire un minimum de contradictoire, c'est-à-dire de permettre aux gens, avant d'être mis sur le grill, d'avoir accès aux documents sur lesquels on va les interroger. Pourquoi pas que des questions leur soient communiquées de façon systématique par les parlementaires, pour aussi qu'ils puissent se préparer, pour que ce soit utile pour tout le monde. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que ce soit utile pour tout le monde et que vous ne pouvez pas demander à une personne d'absolument tout savoir sur tout. On pourrait aussi permettre aux personnes, après coup, de pouvoir apporter une argumentation écrite à ce qui avait été vu. Oui. On pourrait communiquer un projet de rapport et avec des observations écrites qui seraient inclus dans le rapport. On pourrait permettre à l'avocat qui a le droit d'être présent d'intervenir, parce que là, pour le moment, il est là, mais bon, il sert un peu à rien, il n'a pas d'accès au dossier, absolument rien du tout. Donc, voilà, moi, je pense que du contradictoire, c'est bien. Respecter le fait que les gens aient le droit de se taire. De façon extrêmement simple, parce que c'est le droit de tout le monde de ne pas s'auto-incriminer où que ce soit. Parce qu'il faut savoir que ce qui est dit dans l'hémicycle, ce qui est dit dans l'hémicycle est évidemment ensuite produit dans des procédures pénales. Et nous n'y trompons pas, parce que est-ce que ça rendrait vos commissions d'enquête moins efficaces ? Alors, non mais attendez, de respecter de reprendre une partie de cette. Non mais attendez, on respecte plein de choses. C'est pas un dossier. En fait, on ne va condamner personne, on ne va sanctionner personne. On pose des questions dans le cadre d'un contrôle démocratique parce que la Constitution nous donne ce pouvoir-là. Donc on n'est pas en train, à la fin, contrairement aux procédures administratives que vous mentionniez, il y a des sanctions administratives. Nous, on ne sanctionne pas. On rend un rapport sur ce qui nous a été dit. Deuxième point, sur les questions, évidemment qu'on envoie des questions en amont. Évidemment que toutes les personnes, moi, que j'ai auditionnées, avant, il y avait un certain nombre de questions qui leur ont été posées. Et d'ailleurs, pas systématique du tout. D'ailleurs, elles, en tout cas, pour ce qui me concerne, peut-être que vous avez raison sur ce point, en tout cas, des questions sur la question de l'avocat. L'avocat est présent, il peut communiquer avec la personne s'il le souhaite. Il y a plein de gens qui ne veulent pas venir avec leur avocat. Ils trouvent ça plus simple, plus naturel de venir sans avocat. Dans notre cas, il y a eu un certain nombre de gens qui sont venus avec leur avocat. Leur avocat, ils ont discuté avec leur avocat. Mais c'est pas l'avocat qui est convoqué, c'est la personne. Donc ça, c'est un point important. Dernier point sur la question de le fait que ça puisse alimenter des procédures judiciaires. Il y a une jurisprudence très précise à la fois de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation, je crois, ou de la Cour d'appel de Paris, qui dit de manière très claire ce qui incrimine n'est pas mis au dossier pénal. Donc de toute manière, c'est même écarté par les juges du dossier pénal. Donc si vous voulez, on est déjà sur un système qui a des garanties. Qu'on puisse travailler sur la question de... Je pense que la question qui est intéressante, c'est celle des périmètres. Celle des périmètres, elle peut être intéressante, mais et qu'on cadre un certain nombre de choses. Moi, j'ai pas de sujet avec ça, mais en revanche, dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de garantie dans les commissions d'enquête, ce n'est pas vrai. Et là où c'est très artificiel quand même, de dire à la fois il n'y a pas de décision rendue, c'est que, in fine, oui, mais vous avez une obligation vous êtes soumis à l'article 40. Donc, de toute façon, si, à l'issue de votre enquête, vous estimez que vous allez transmettre au parquet. Donc, c'est un peu artificiel de dire que tout ça n'a pas de conséquences. Et moi, je pense, à titre là, personnel et aussi en tant qu'avocate, que certes, vous avez ce rôle, vous pouvez avoir tous les pouvoirs et vous en voulez plus, mais attention, c'est-à-dire que c'est pas non plus la dictature de la transparence et c'est pas parce qu'on est le Parlement qu'on peut tout savoir sur tout. On va revenir, il nous reste du temps, on va revenir sur deux commissions d'enquête marquantes de ces dernières années. Et je commence avec vous, Antoine, sur ce que ça peut changer dans nos vies ou dans le fonctionnement de l'État. Vous vouliez revenir sur la commission sur l'influence des cabinets de conseil au cœur de l'appareil d'État, qui a joué un rôle ultra important ici au Sénat. Elle est connue évidemment sous le nom de commission McKinsey. Oui, souvenez-vous Thomas, nous sommes donc en mars 2022 quand éclate ce qui est convenu d'appeler le scandale McKinsey. À quelques semaines du premier tour de la présidentielle, la publication du rapport sénatorial fait l'effet d'une bombe. Sur près de 400 pages, le sénateur LR Laurent Bazin et sa collègue communiste, bicéphale donc, Éliane Assassi, documentent un phénomène tentaculaire. Le constat est assez implacable, des cabinets de conseil omniprésents dans nos ministères, des firmes privées, souvent étrangères, appelées à transformer, optimiser, numériser l'appareil d'État. À l'époque, personne ne fait semblant de découvrir la Lune. Emmanuel Macron n'a pas inventé cette pratique, mais la dérive, elle, est bien là. Et alors, si on revient en arrière, c'est quoi le détonateur à ce moment-là ? Il y a toujours quelque chose dans les commissions d'enquête. Là, c'est un chiffre. 1 milliard d'euros dépensés en 2021, pour la seule année 2021, et McKinsey parmi les plus gros bénéficiaires. Comment expliquer qu'entre 2018 et 2021, alors, sous Emmanuel Macron, ce montant est doublé ? Et puis surtout, là où il y a matière à scandale, ce cabinet qui rafle les contrats publics
McKinsey, donc, ne paie pas d'impôts sur les sociétés en France. Zéro, nada. Le tout pendant que certains de ses dirigeants ont, semble-t-il, travaillé dans l'ombre des campagnes d'Emmanuel Macron dès 2017. Les oppositions s'engouffrent dans la brèche et McKinsey devient le symbole de ces cabinets de conseil anglo-saxons qui prospèrent sur la privatisation des missions de service public pour des résultats, disons-le, contestables. Plus de 12 millions d'euros pour organiser la logistique du Covid, 4 millions pour savoir s'il faut, oui ou non, baisser les APL de 5 euros, et plus de 500 000 euros pour redéfinir ce qu'est le métier d'enseignant aujourd'hui. À ce niveau-là, comme dirait l'autre, les Français ont le droit de savoir. Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est que là, on a le recul du temps. Que reste-t-il des conclusions des sénatrices et des sénateurs plus de 3 ans après la réélection d'Emmanuel Macron ? Et c'est là, pour moi, que, quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, la commission d'enquête McKinsey a peut-être valeur d'exemple. Parce que, certes, il reste beaucoup à faire en matière d'encadrement. Et d'ailleurs, les 2 sénateurs ont été un peu déçus du débouché législatif offert à leur conclusion. Je note quand même qu'il y a eu un effort considérable pour réinternaliser des compétences, pour refaire passer de l'expertise dans le champ public. L'État a même ouvert sa propre agence de conseil. C'est un petit peu passé sur les radars, mais ça existe. Ils sont plus d'une 50aine de jeunes consultants à avoir préféré le 100% public au McKinsey, Deloitte et autres Bearing Point. Cette indépendance peu à peu recouvrée, elle se lie aussi dans des documents budgétaires, donc c'est du concret, du tangible. Les dépenses engagées pour le conseil privé ont chuté de près de 73% en 2 ans, entre 2021 et 2023. Alors, est-ce que vous nous diriez pour autant en conclusion que l'État est sevré ? Non. Ne soyons pas naïfs, le sevrage reste incomplet à ce jour. En 2023 encore, le ministère de la Santé commandait à SIA Partners, autre groupe international bien connu de conseil en strat, des missions de dématérialisation des usages. On leur doit sans doute le développement de ces merveilleux téléservices que sont Amélie, assurance-retraite.fr. Mais là-dessus, je vous laisse seul juge de leur efficacité. Merci beaucoup, Antoine Dorothée-Régnier. Des commissions... je ne sais pas, moi je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il y ait une forme d'efficacité, mais est-ce que toutes les commissions d'enquête sont aussi efficaces que la commission McKinsey? Parce que c'est aussi une critique qu'on peut faire. Ça débouche sur quoi? En fait, à l'intérieur du rapport, il y a des préconisations. C'est-à-dire, on a essayé, durant la commission d'enquête, avec les auditions, avec les consultations de documents, d'identifier des raisons de dysfonctionnement. Et ensuite, naturellement, on essaye d'apporter des solutions à l'intérieur de ces recommandations. Et effectivement, le bilan est parfois un peu faible, même si c'est sans doute appelé à évoluer dans la mesure où les parlementaires se réinvestissent aussi leur droit d'initiative parlementaire. Et donc, avec des navettes qui sont aussi facilitées entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, ils vont pouvoir réutiliser leur niche parlementaire. Une fois par an, c'est un peu court. Mais il existe maintenant aussi des ordres du jour transpartisans qui vont permettre à plusieurs groupes de l'Assemblée ou plusieurs groupes du Sénat d'inscrire en priorité leurs propositions de loi et donc éventuellement les préconisations qui étaient à l'intérieur de leur rapport. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, merci, de commissions d'enquête qui débouchent sur des propositions de loi, oui, pour des réformes efficaces. C'est très important ce qui vient d'être dit. En fait, il y a du temps transpartisan. Et comme une commission d'enquête, en général, lorsqu'elle est approuvée, si elle n'est pas approuvée, le rapport n'est pas publié. Donc c'est important de le signaler. Il faut qu'il y ait une majorité qui se dégage. Donc typiquement, je donne l'exemple qui est le nôtre. On a des recommandations qui sont de nature réglementaire, qui concernent l'exécutif et son fonctionnement. On les transmet au ministre. On a des rendez-vous avec les ministres dans les prochaines semaines. Et il y a un volet législatif sur la protection de la ressource, sur la protection du consommateur, etc. etc. Ça, on va le faire. On va continuer avec les pilotes des différents groupes qui étaient dans la commission d'enquête et on va déboucher sur une proposition de loi. Cette proposition de loi, on va pouvoir la soumettre à un ordre du jour transpartisan, navette, loi. Donc en effet, le plus intéressant finalement de la commission d'enquête, c'est évidemment l'enquête, révéler un sujet. Ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui regardent. Donc c'est une forme de démocratie en direct très intéressante aussi pour conscientiser la population sur un certain nombre de sujets. Et puis après, on peut aller jusqu'à la loi sur les points qui ont fait consensus et dans les recommandations, quand il y a du législatif, aller dans le domaine de la loi. Oui, effectivement. Avec une question, j'y pense en vous entendant parler de McKinsey. On parle de McKinsey, on dit conflit d'intérêts, ça sonne pas mal. Est-ce que, en dehors de cette commission d'enquête-là, il y a parfois effectivement cette question de parlementaires qui siègent dans une commission d'enquête alors qu'il ferait peut-être mieux d'être ailleurs? Exactement. Donc on ne visera personne, mais il n'y a pas de contrôle non plus là-dessus. Donc ça fait aussi partie des choses, je pense, qui doivent faire partie de cette concertation. Ça veut dire que la Haute Autorité de Transparence de la vie publique là-dessus ne regarde pas le profil des... Ah non, la Haute Autorité n'a absolument aucun droit de regard là-dessus. Alors après, attention, c'est toujours pareil. C'est pas parce qu'on est en situation de conflit d'intérêts qu'on va forcément
être partial ou ne pas être indépendant. Enfin, tout ça est une question d'apparence. Et donc, on pourrait en tout cas me répondre, mais ce n'est pas une juridiction, donc on n'a pas besoin d'impartialité, on n'a pas besoin d'indépendance. Moi, je pense que ça pose quand même un problème. Et encore une fois, parce qu'on ne vient pas que contrôler l'action de l'exécutif, on vient contrôler tout sujet d'intérêt général avec de plus en plus de personnes de la société civile. Et donc, il y a un devoir d'exemplarité de la composition de la commission. Il faudrait, je ne sais pas si c'est le déontologue votre avis, des chambres... Est-ce qu'il faudrait contrôler qu'il n'y a pas de lien de tel ou tel parlementaire avec un lobby économique pour éviter ce... Non mais d'abord, il faudrait définir ce que serait un conflit d'intérêts dans ce cadre-là. Ce serait intéressant d'y penser. Je vous donne un exemple. Moi, le président de la commission, il est du Gard. Donc là où il y a l'usine Perrier, est-ce que je considère que parce qu'il est du Gard, il a des intérêts dans la cause et il est conflicté, ou je considère qu'il est intéressé au sujet ? Et qu'il le connaît particulièrement. Et qu'il connaît particulièrement bien. C'est une question quand même qu'on peut se poser. Et en effet, lorsqu'on se rencontre la première fois, on fait un tour de table, on pose la question à chacun. Moi, par exemple, j'avais un doute sur un collègue de savoir s'il était toujours dans une fonction qui pouvait le mettre dans une difficulté de conflit d'intérêts. Il m'a répondu qu'il n'était plus dans ses fonctions, et donc on a pu avancer. Mais vous voyez, c'est des questions qu'on se pose, c'est pas des questions qui sont étrangères à nos réflexions. Maintenant, aller regarder ce que ça voudrait... Enfin voilà, il faudrait qu'on puisse le définir assez clairement, ce que c'est qu'un conflit d'intérêts. Moi, je trouve ça normal que des élus du territoire soient intéressés lorsqu'on fait des commissions d'enquête sur des entreprises qui sont dans leur territoire. J'appellerais pas ça un conflit d'intérêts, par exemple. Antoine, rapidement, parce qu'il y a de la diversité. Il y a l'affaire Benalla, dont on va forcément parler. Mais justement, sur l'affaire Benalla, on voit l'affaire Benalla, Orpea, qui avait donné lieu également à la mise en place d'une commission d'enquête, Nestlé Waters, bien sûr. On voit se mettre en place un parcours, en réalité, où le travail d'enquête journalistique, qui précède bien souvent à la mise en place de commissions d'enquête parlementaires, va ensuite sur le terrain judiciaire. Et dans cet espace-là, en réalité, vous posez la question des droits de la défense, j'observe que certains politiques ou certaines personnalités publiques les plus rouées à cet exercice, en réalité, se jouent complètement de la commission d'enquête. Moi, j'ai souvenir de l'audition de Vincent Bolloré dans la commission d'enquête. Il y avait pris un malin plaisir. De la même manière, Marine Le Pen, cette commission d'enquête sur les ingérences étrangères, avec pour rapporteur l'un de ses lieutenants, Jean-Philippe Tanguy, en réalité, même si on avait beaucoup parlé de ses liens avec la Russie, des emprunts russes, etc., au bout du bout, elle était assez satisfaite en réalité de l'opération. Ouais, alors vous l'évoquiez tout à l'heure, mais on va y consacrer notre dernier chapitre. Les commissions d'enquête, elles contrôlent l'action du gouvernement. Et que se passe-t-il quand elles concernent directement l'Élysée ? On va parler de cette affaire Benalla. Je vais rappeler, même si je pense que tous nos téléspectatrices s'en souviennent, du nom de ce chargé de mission accusé d'avoir usurpé la fonction de policier, interpellé, violenté un couple qui avait lancé des projectiles sur des CRS. C'était le 1er mai 2018. Le Sénat avait lancé une commission d'enquête. Et le chef de l'État se sent directement visé. Regardez l'extrait de ce documentaire signé Quentin Calmet, diffusé sur notre antenne, Affaire Benalla, l'enquête du Sénat. Emmanuel Macron décide pour la première fois de sortir du silence. Il s'exprime face aux parlementaires En Marche, réunis pour fêter la fin de la session. Dans la vidéo publiée par l'Élysée, le chef de l'État assume toute la responsabilité de l'affaire Benalla. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. On voit cette scène et honnêtement, on est tous stupéfaits. Il y a un côté, comment dire, presque indécent. Il y a quelque chose dans cette intervention qui était plus choquante, qui était de dire finalement, les sénateurs, s'ils veulent quelque chose, qu'ils viennent me chercher. Tout en sachant que nous sommes strictement respectueux de la Constitution et qu'on ne pouvait pas le convoquer. Donc il y avait quand même une attitude de gamin provocateur, pris la main dans le sac et qui continue à la ramener. Bon, on va laisser au sénateur Grosdidier la responsabilité de son jugement, mais Dorothée Régnier, c'est vrai qu'on peut... double question, c'est-à-dire que le président ne peut pas être convoqué par une commission d'enquête, vous nous rappelez comment ça va, et puis est-ce que vous trouvez ça normal ? Donc effectivement, il en va de la séparation des pouvoirs et du principe de l'irresponsabilité du chef de l'État pour les actes accomplis en cette qualité. Donc, est-ce qu'il est normal qu'il ne puisse pas être entendu par une commission d'enquête parlementaire ? Oui, de toute façon, ça ne servirait à rien finalement, puisqu'il y a cette règle d'irresponsabilité. Donc, en revanche, on a assisté à l'invitation des anciens présidents pour discuter de la politique environnementale. Et effectivement, Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont rendus et ont répondu volontairement aux questions. Ils auraient pu s'y soustraire ?
Oui, puisqu'ils étaient invités. Ils n'étaient pas convoqués. Voilà, c'est ça. Et alors après, la question, c'est, j'élargis un peu, puisqu'on parle du président, mais, vous l'évoquiez tout à l'heure, quid de ses collaborateurs? Donc la question, c'est ça. Est-ce que les responsabilités, elles touchent aussi ses proches, sa famille ou les membres de son cabinet? La justice a répondu que non, en fait. Mais effectivement, il y a des dimensions un peu variables dans l'attitude notamment d'Alexis Kohler, qui décide parfois d'y aller, qui décide parfois de ne pas y aller. Et la seule arme de la commission d'enquête dans ce cas-là, c'est effectivement de signaler au procureur et d'attendre la réponse et éventuellement la condamnation de la personne qui s'est soustrait. Donc... Les pouvoirs de la commission d'enquête. Alors, je vous donne la parole juste après, mais d'abord, Julien Micotti. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on vienne expliquer, c'est normal que l'exécutif ne vienne pas, puisque le président de la République a une immunité et donc il ne pourra pas y avoir de suite, il ne pourra pas être poursuivi. Donc c'est bien qu'in fine, on a quand même dans le viseur la possibilité de poursuite. Moi, le sentiment que j'ai, et ça c'est un problème qui, quelque part, est un peu étranger à tout ce qu'on est en train de se dire ici, mais la justice pénale française a cette difficulté dans les délais. Et que, en fait, la démocratie, sur tout un tas de sujets, se meurt, j'exagère évidemment, mais souffre de façon patente de cette lenteur. Et moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que ces commissions parlementaires, elles viennent répondre à un souci de tout le monde, que les enquêtes aillent plus vite. Et comme il y a finalement, un manque de célérité, ça offre un défouloir, ça offre en fait un exutoire, et une c'est pour ça, donc attention, moi je suis d'accord, c'est pas normal que la justice pénale soit aussi lente. Les victimes ont l'impression qu'on ne les écoute pas, les gens qui sont suspectés ont l'impression qu'on les considère comme des coupables pendant des années et des années, et les Français qui ne se passent rien. Donc là au moins il se passe quelque chose, mais attention de ne pas en profiter pour contourner les règles, parce qu'à la fin des fins, dans beaucoup de choses, ce qu'on cherche quand même... C'est intéressant quand même, ce décalage entre le temps judiciaire et le temps parlementaire. Et en effet, c'est un problème que la justice soit aussi lente, et en matière pénale notamment. Mais quand même, moi, je ne suis pas sur cette thèse qu'il y aurait une confusion des pouvoirs qui viendrait en fait faire respirer la société. Je pense vraiment qu'il y a une complémentarité des pouvoirs. Et en fait, ce qui est recherché dans la commission Benalla, c'est aussi de comprendre comment, au sommet de l'État, dans un des services qui est censé, le service de la protection des personnalités du président de la République, un tel dysfonctionnement peut s'opérer. En fait, quand on va chercher... franchement, si vous lisez les rapports que l'on commet, les rapports, et même dans l'affaire Benalla, c'est des rapports qui reviennent justement sur comment l'engrenage se met en place et comment l'État se met à ne plus fonctionner. Comment, par exemple, chez Nestlé Waters, vous avez un directeur général d'administration centrale, local, directeur général de l'ARS Occitanie, qui caviarde un rapport en lien avec un industriel qui se met d'accord pour modifier un rapport administratif. C'est quand même des sujets qui interrogent le fonctionnement de l'État et la manière dont il travaille. Donc vous voyez, c'est ça qu'on va chercher dans une commission d'enquête, c'est du contrôle de l'action des bien sûr, et personne ne remet ça en cause. Mais en fait, il peut aussi y avoir des conséquences pénales à l'acte en question. Et ça, ce sera jugé dans combien de temps? Donc, je suis d'accord avec ce que dit Maître Micotti, je suis d'accord avec elle. Il y a un sujet sur la manière dont la justice fonctionne, mais c'est un autre sujet. Et juste un point, parce que l'idée de dire on ferait des commissions d'enquête en ne regardant absolument pas où on en est d'un point de vue pénal. Juste pour que vous le sachiez, lorsqu'on dépose un périmètre de commission d'enquête, on le soumet à la commission des lois du Sénat. Si la commission des lois juge qu'il n'y a pas de problème ou il n'y a pas de sujet, elle vous autorise à déposer comme tel quel. Sinon, elle pose la question du côté du garde des Sceaux. Donc on demande à l'exécutif, au ministère de la Justice, s'il voit s'il y a un sujet. Donc vous voyez, il y a déjà des procédures. La Constitution vous y oblige. Donc, heureusement la Constitution, elle oblige à ce qu'il y ait une question de périmètre qui soit posée, en effet. On pourrait clarifier ces procédures. Je pense qu'on pourrait le clarifier. Ce serait intéressant de savoir exactement jusqu'où on va et dans quel périmètre une commission se dissout. Mais globalement, quand même, il y a déjà des procédures. On ne peut pas faire comme si il n'existait pas au Parlement des sécurités juridiques qui existaient. Elles existent, elles sont mises en œuvre tous les jours. Des commissions d'enquête qui s'attaquent à des grandes questions de société. Je ne vais pas toutes les citer, mais on parlait là dans notre première partie d'émission des enfants exposés au porno, il y a le foot business, il y a TikTok, il y a les crèches privées, il y a les violences sexuelles dans les milieux culturels. Tiens, sur ce thème-là, je vous propose d'écouter la présidente du Festival de Cannes, Iris Knobloch. La promesse du Festival de Cannes est aussi d'accompagner les grandes évolutions de la société. Je saisis cette occasion pour vous dire que le festival a pris connaissance avec sérieux et détermination des recommandations de la commission d'enquête relative aux violences commises dans le secteur culturel.
Alors là aussi, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, notamment dans les règles du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans des... Là, je vous vois... Non, parce qu'elles existaient déjà, c'est pour ça que... Pas tout à fait. Il y a quand même un rôle ou une pression de la commission d'enquête pour faire avancer les choses. Non, vous n'êtes pas d'accord. Vous me direz quelles sont les nouvelles règles qui ont été mises en œuvre, parce qu'elles existaient beaucoup. Moi, je pense que cette commission-là, elle pose une difficulté sur justement ce que les parlementaires peuvent faire de ce que la culture doit ou pas mettre en œuvre. Ce que des producteurs de cinéma devraient ou pas produire, ce que la télévision devrait ou pas diffuser, parce que tel acteur a été poursuivi. Parce que là, moi, j'ai vraiment eu un sentiment de malaise. Votre pensée, c'est par rapport à Sandrine Rousseau, typiquement la passe d'armes qu'elle a eue sur ce thème-là, sur ce registre-là, avec un producteur comme Dominique Besnéard. Ça, c'est des choses qui... il n'est pas producteur, il est agent. Mais non, il peut être producteur aussi. Ça fait partie de ses talents. Ça vous... Oui, c'est des... Alors, l'idée, c'est pas d'en vouloir à Sandrine Rousseau, même si c'est sûr qu'il y a eu dans cette commission des problèmes d'atteinte à la présomption d'innocence, ont été évoqués des procédures. Elle s'en est défendue ici même sur ce plateau. Mais bon. Voilà. Et donc l'idée, c'est pas de la stigmatiser, parce qu'après, elle s'en prend aux avocats, notamment. On avait fait une tribune pour dire que cette commission d'enquête n'a pas débouché sur grand-chose. Mais c'est ça ? C'est pas le sujet. C'est que, en tout cas, moi, ça m'a vraiment mis mal à l'aise, parce que il y a une liberté quand même culturelle. Je ne suis pas sûre que le Parlement ait son mot à dire sur des contenus culturels de cette façon-là. Très, très honnêtement. Et dans les conclusions, vous verrez qu'il y a une chose, par exemple, qui est liée à la prescription des infractions de nature sexuelle. Je ne suis pas certaine que ce soit lié au débat. Je pense que c'était une idée qui était là avant et qu'on vient mettre en conclusion. En quoi c'est lié à la culture? Bon, d'accord. En fait, je posais cette question plus pour terminer ce débat en se demandant si parfois le travail d'une commission d'enquête peut pas finalement, parce qu'elle est très médiatisée, éclipser un peu un travail législatif. Votre avis, Dorothée Régnier? On va plus parler d'une commission d'enquête que d'une loi qui passe un peu sous les radars. Oui. Ça dépend toujours des commissions d'enquête et des sujets. Et de fait, il est vrai que le focus se fait d'abord sur la commission d'enquête, la loi est secondaire, mais de la même manière qu'on fait un focus sur la loi au moment où elle est adoptée par l'Assemblée nationale. Et on oublie de vérifier si les décrets d'application ont été appliqués, on oublie le vote du Sénat. Donc, sans doute. Et sans doute, les préconisations sont-elles beaucoup plus larges aussi que ce qui va être retenu dans la loi. Puisque le travail de la commission d'enquête, c'est celle d'une assemblée, même s'il n'y a pas qu'une opposition contre la majorité, c'est quand même le travail d'une assemblée, alors que la loi, c'est le travail du Parlement. Donc, Allez, à vous le mot de la conclusion. Là-dessus, est-ce que vous ne craignez pas finalement que la médiatisation, parfois la surmédiatisation de certaines commissions d'enquête, prenne le pas? Non, je trouve que ça démarre le travail législatif plus que ça l'étouffe. Et juste un point en conclusion, si vous me permettez, moi, un sujet qu'on n'a pas évoqué ce soir, mais qui me semble très important, ce qu'on a évoqué, ce qui nous met mal à l'aise. Moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est que je sens que de plus en plus de grands patrons, plus en plus de personnalités du monde économique ont du mal à aller devant les instances démocratiques qui les contrôlent. Et je vois s'organiser au sein des cabinets d'avocats, je sais que demain matin, il y a un petit déjeuner chez Auguste et Debouzy pour traiter de la commission, des questions de commission d'enquête, c'est sur ce sujet-là. Et donc je sens qu'il y a aussi quelque chose qui se joue du rapport des élites à la démocratie, c'est-à-dire que des gens qui ne se présentent pas, ce terrain, etc., etc. Et pour moi, c'est un sujet important. C'est vieux comme les commissions d'enquête, vous savez, dans l'affaire du Titanic, il y avait déjà des gens qui disaient que, des patrons qui disaient que ceux qui avaient coulé le Titanic, qui disaient que c'était finalement une commission totalement politique et instrumentalisée. Attention aussi à ce que ceux qui doivent comparaître devant la démocratie passionnant. Non, il n'y a plus de temps, personne ne va prendre la parole. Non, merci beaucoup. C'est pas possible, c'est la fin. On comprend pas ce que vous dites, je parle en même temps que vous. Madame Minkowski, ça sert à rien, je parle en même temps que vous. Donc personne n'a compris et n'a entendu ce que vous disiez. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission et à bientôt sur Public Sénat. Voilà, vous pouvez nous réécouter sur publicsénat.fr et puis n'oubliez pas, rendez-vous vendredi sur le canal 8. Demain, c'est Dominique Simoneau, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui sera l'invité de notre matinale. Merci.